Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. C'est l'accident de car le plus meurtrier depuis 1982. 43 personnes sont mortes à Puyseguin, près de Libourne. Un choc terrible pour la France. Déclaration de Manuel Valls, le Premier ministre qui s'est immédiatement rendu sur place. Nous serons en ligne avec Alain Anziani, sénateur socialiste de la Gironde. À 3 jours du coup d'envoi de la campagne pour les élections régionales, un sondage donne Marine Le Pen gagnante dans le Nord. 7 régions penchent à droite. La gauche en conserverait 3. Analyse et décryptage dans cette édition. 14e édition de Talent des Cités demain. La cérémonie est à suivre en direct sur l'antenne de Public Sénat à 11 h. Depuis 2002, ce concours récompense des entrepreneurs venus des quartiers populaires. Retour sur le parcours d'une des premières lauréates, Sally Benasser. Elle sera avec nous dans un instant. L'accident s'est produit vers 7h30 du matin sur la départementale D17 dans la commune de Puyseguin en Gironde. Un camion est entré en collision avec un autocar. Les 2 véhicules se sont embrasés, prenant au piège les passagers. Le bilan s'élève à 43 morts, dont un enfant, Jérôme Rabier. Les images aériennes laissent apparaître 2 véhicules calcinés dans un virage d'une route départementale. C'est ici, à proximité de Puyseguin, en Gironde, qu'a eu lieu l'accident tôt ce matin. Un bus de personnes âgées parti d'un village tout proche pour une excursion a percuté un camion. Les véhicules se sont embrasés. Le bilan est terrible. On déplore 42 personnes tuées, 2 personnes blessées grièvement par brûlure et qui vont être acheminées au CHU de Bordeaux et 2 personnes blessées gravement également, traumatisées crâniens. Une 43e victime est depuis à déplorer, le fils du chauffeur du camion présent à ses côtés. 3 personnes dont le chauffeur du bus sont en revanche pu s'extraire indemnes des véhicules. Le plan Orsec-Navy prévu en cas de nombreuses victimes a été immédiatement déclenché et la préfecture a mis en place une cellule de crise. Manuel Valls s'est immédiatement rendu sur place accompagné du ministre de l'Intérieur et du secrétaire d'État au transport. C'est un choc terrible. Un choc terrible pour ce territoire, pour la Gironde, pour l'Aquitaine. C'est un choc terrible pour la France. Et aujourd'hui, la France et les Français sont en deuil. Un choc énorme pour ce territoire où vivaient les victimes. Une cellule psychologique pour les familles a été mise en place et une enquête ouverte pour tenter d'éclaircir les circonstances de ce drame, le plus important en termes d'accidents routiers en France depuis 1982. Et François Hollande s'est exprimé sur cet accident depuis Athènes où il est en visite officielle. Le chef de l'État qui entend faire la lumière sur les circonstances du drame. On l'écoute. Le premier mouvement, c'est la tristesse, l'émotion et en même temps l'exigence de tout connaître des circonstances. Dès ce soir, je verrai le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'État au transport qui me feront rapport et nous prendrons toutes les décisions qui sont nécessaires. S'ils sont sur place, c'est à la fois pour exprimer aux familles notre solidarité, c'est pour coordonner les secours, ils sont nécessaires encore aujourd'hui, je vous ai parlé des blessés, et c'est également pour connaître tout des circonstances du drame et d'avoir toutes les informations. Et Gérard Larcher, le président du Sénat en déplacement officiel au Liban, a également fait part de ses sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes. Et nous sommes à présent en ligne avec Alain Anziani, sénateur socialiste de la Gironde. Bonjour. Vous étiez sur place ce matin avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. C'est, on l'a dit, l'accident le plus meurtrier depuis 33 ans. Votre réaction, vous qui étiez sur place ce matin, Alain Anziani? Vous savez, il y avait une émotion qui était considérable parmi tous ceux qui étaient présents, avec les nombreux élus, avec la population. C'est un drame qui est terrible parce que il y a une dizaine de communes qui sont touchées. Et évidemment, toutes les personnes qui sont victimes aujourd'hui étaient connues par les élus, par les maires, par toute la population. Donc il faut voir, c'est une toute petite route dans un milieu plutôt boisé, extrêmement tranquille. Et puis tout d'un coup, il y a ce camion, sa remorque a dérapé, le camion s'est déporté sur la gauche, et puis voilà, ce bus qui était parti le matin à 7h30 est entré en collision. Et puis surtout, ce qui est terrible, c'est que évidemment, immédiatement, l'embrasement, c'est-à-dire qu'il y avait des réservoirs d'essence qui étaient sous le camion, et
tout s'est embrasé. Donc il y a quelques survivants, heureusement, il faut le saluer aussi au courage du chauffeur du car, qui a pu aider certaines personnes à sortir du car, grâce aussi à un autre témoin qui a pu casser une vitre et faire sortir des personnes. Et c'est un drame qui est considérable, qui va marquer beaucoup, évidemment, la Gironde. Oui. Au-delà de l'émotion, Alain Anziani, ce drame pose également la question de la sécurité sur ces petites routes secondaires. Quelle est votre opinion ? Je crois qu'il y a une enquête judiciaire qui est en cours. Le procureur de la République, évidemment, en est chargé. Donc il faut attendre quand même l'enquête judiciaire. Moi, ce que j'ai vu sur les lieux, c'est que oui, c'est une petite route, oui, c'est un camion qui était à vide. Bon, des catastrophes malheureusement routières, il y en a beaucoup, y compris sur de plus grandes routes, sur des autoroutes. Voilà, c'était la nuit, c'était dans un virage, c'était dans un lieu où il n'y avait pas beaucoup de visibilité, dans une route étroite, et sans doute, moi, ce qui me frappe le plus, c'est le fait que tout se soit embrasé, quoi. Et donc, le carburant ait pu tenir feu en quelques secondes. Et donc, c'est peut-être aussi ce point qu'il faudrait examiner, voir comment les réserves de carburant pourraient être mis à un autre endroit pour qu'il n'y ait pas ces incendies qui sont meurtriers. On sait que Noël Mamère estime également que cela pose la question des choix en matière d'infrastructure. Est-ce que vous partagez son analyse ? Écoutez, franchement, moi, je n'ai pas le cœur aujourd'hui à énoncer des conclusions définitives sur une question qui vient à peine d'être posée et sur des solutions que nous ne connaissons pas, sur des constats qui ne sont pas encore élaborés. Laissons l'enquête judiciaire, regardons ce qui s'est passé, et après nous pourrons dire quelles sont les leçons qui vont être tirées. Mais n'en faisons pas une affaire de doctrine ou n'ayons pas des a priori. Il faut bien d'abord regarder ce qui s'est passé. Merci beaucoup Alain Anziani, sénateur socialiste de la Gironde, d'avoir été en direct dans Sénat 360. Je vous le disais en titre, un sondage BVA réalisé pour la presse régionale prédit une vague bleue aux élections des 6 et 13 décembre. La droite arrivera en tête dans 7 régions, la gauche en conserverait 3. Le Front National emporterait 1 voire 2 régions. Flora Sauvage. Les élections régionales s'annoncent bonnes pour la droite. Les 6 et 13 décembre prochains, le parti de Nicolas Sarkozy devrait être le grand gagnant. Selon un sondage BVA, la droite l'emporterait dans 7 régions. Elle conserverait l'Alsace, devenue Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, et elle gagnerait en Auvergne-Rhône-Alpes, en Bourgogne-Franche-Comté, en Centre-Val-de-Loire et en Pays de la Loire. La droite s'imposerait de justesse en Île-de-France et en Normandie. Si le scrutin avait lieu dimanche prochain, la gauche serait en mesure de conserver 3 régions, l'Aquitaine, Poitou-Charentes, la Bretagne et le Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. De son côté, le Front National l'emporterait dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Marine Le Pen arrive en tête des intentions de vote, d'après le sondage BVA, avec 46% des voix, loin devant Xavier Bertrand, le candidat Les Républicains, à 29%, et celui de la gauche, Pierre de Saint-Ignon, crédité de 25%. Enfin, le FN pourrait l'emporter en région PACA, mais avec un score beaucoup plus serré. Et la polémique se poursuit au lendemain du refus de Marine Le Pen, la présidente du Front National, de participer à l'émission Des paroles et des actes sur France 2. Les réactions politiques sont nombreuses. Écoutez celle du sénateur de Paris et secrétaire national du Parti communiste, Pierre Laurent. Il était l'invité de Parlement Hebdo. Elle vient de jouer hier sa star outragée, parce que Marine Le Pen, victime des médias, ça fait rigoler tout le monde quand même, hein, vu le temps d'antenne qui est le sien. Non, c'est le grand cirque du tripartisme. Hein. Et alors, les uns se disputent pendant que les listes, par exemple, comme les nôtres, sont totalement écartées d'énormément de débats ou de temps d'antenne qui se mettent en place. La chef d'orchestre de la mascarade, puisqu'elle a parlé de mascarade, c'est Marine Le Pen elle-même. Mais malheureusement, elle a des premiers violons extrêmement actifs dans son orchestre, au premier rang desquels les chaînes, comme M. Pujadas, qui a déjà invité, c'était la 5e invitation de Marine Le Pen par David Pujadas. Jérôme Sainte-Marie nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, président de l'Institut de sondage Pollingbox. Merci d'être avec nous. Alors, ce sondage, on l'a dit, publié dans la presse régionale, qui donne Marine Le Pen gagnante dans la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Quelle lecture faites-vous de ces premiers éléments ?
Alors il y a plusieurs aspects, si on parle du Front National, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect visible, effectivement. Le plus visible, c'est que la région Nord, Pas-de-Calais, Picardie semble vraiment apporter pour Marine Le Pen, y compris d'ailleurs en l'hypothèse d'un duel, on pense qu'elle devrait l'emporter. La région PACA, c'est beaucoup plus serré, 37 pour Marion Maréchal Le Pen, 36 pour les listes Estrosi. Ça signifie quand même qu'en cas de désistement de la gauche, la région PACA devrait échapper au Front National. Et même sans désistement, il n'est pas exclu qu'il y ait un sursaut quand on se rapprochera du scrutin. Ce qui m'a beaucoup frappé dans cette étude par rapport au Front National, c'est surtout le fait que entre les deux tours, les listes frontistes gagnent systématiquement des points. Donc non seulement il n'y a pas de sursaut, si vous voulez, entre deux tours, alors c'est une hypothèse formelle, hein, c'est dans le cadre du sondage, mais surtout ils réussissent à grappiller des points essentiellement sur ces petites listes, vous savez, par exemple de Debout la France. Ouais. Dans quelle mesure la polémique d'hier autour de l'annulation de la participation de Marine Le Pen à Des paroles et des actes peut-elle profiter au Front National dans ce scrutin, même si peut-être encore tôt pour le dire? Je pense que ça lui profitera forcément, dans la mesure où ça lui donne à la fois une immense publicité et en même temps ça la victimise. Un des risques pour le Front National actuellement est de se banaliser, d'apparaître comme une pièce du système, ce qu'il est de fait. Il participe aux émissions, il participe aux élections, il est complètement intégré dans le jeu démocratique au fond. Et pourtant, il veut avoir cette image de paria. Ça correspond bien d'ailleurs au climat de l'opinion actuellement qui est braqué contre les autorités en général, contre la classe politique, voire contre les médias. Oui. Alors la gauche conserverait 3 régions, maigre lot de consolation. Ça, c'est l'effondrement de l'implantation locale après les échecs successifs du PS aux municipales, sénatoriales, départementales. Oui, 3 régions, ça serait pas si mal finalement sur 12 régions métropolitaines. Ça serait par rapport à ce qu'ils auraient pu perdre, ça serait quelque chose d'assez consistant. Il y a aussi 3 régions où l'avance de la droite dans ce sondage pour l'instant semble assez ténue. Ce sont donc la Normandie, l'Île-de-France et puis enfin Bourgogne-Franche-Comté. La dynamique n'est pas favorable à la gauche, mais enfin, il faut quand même signaler que là, le jeu est quand même assez serré. Ouais. Sur l'Île-de-France, justement, cette région très symbolique, la droite dépasserait la gauche d'une courte tête, 41% d'intention de vote contre 39%. Le Front National ne dépasserait pas 20%. Oui, l'Île-de-France est une région où le Front National est assez faible finalement. Vous savez, ça fait partie de ces régions qui profitent objectivement de la mondialisation et ça a une traduction électorale directe, alors que le Nord-Pas-de-Calais, les gens se sentent comme plutôt victimes essentiellement de la dite mondialisation. Et là, pour l'instant, la campagne de M. Barthelon ne semble pas permettre de garder cette région. Au-delà même du sondage, je crois qu'effectivement les chances de Valérie Pécresse sont extrêmement fortes pour l'Île-de-France. Oui. Et pour la droite qui détient seulement la région Alsace depuis 2010, là on pense 7 régions qui pourraient être gagnées par la droite, carton plein. Oui, cette élection en fait, et le sondage le montre, est vraiment dans la lignée des élections intermédiaires précédentes. Les résultats, si vous prenez les résultats du second tour dans le sondage BVA, ça ressemble très largement à l'équilibre des forces au premier tour des départementales. Là aussi d'ailleurs, on a un Front National qui est encore plus haut, légèrement plus haut, mais c'est simplement, on enregistre, si vous voulez, cette impopularité massive du gouvernement et sa traduction quasiment mécanique. Merci beaucoup Jérôme Sainte-Marie d'être venu décrypter et analyser ce sondage avec nous. Le Sénat veut relancer le développement rural et hier, contre l'avis du gouvernement, la Haute Assemblée a adopté une proposition de loi centriste visant à instaurer des contrats territoriaux de développement rural afin de relancer les secteurs ruraux en difficulté. On écoute d'ailleurs à ce propos Bernard Delcros, sénateur UDI-UC du Cantal. Peut-on laisser ces inégalités territoriales se creuser? Veut-on continuer dans une France qui, chaque année, gagne des habitants? Veut-on continuer à laisser se désertifier des pans entiers de notre territoire national? Ce serait, à mon sens, une grave erreur, contraire à l'intérêt de notre pays, de ses équilibres territoriaux, de ses équilibres sociaux et, j'en suis sûr, à terme, de notre cohésion nationale. L'État doit aussi accompagner ces territoires ruraux aujourd'hui fragilisés pour leur permettre de s'organiser et de saisir les opportunités de développement qui s'offrent à eux. Et il y en a, comme par exemple l'arrivée du numérique qui ouvre de nouveaux champs du possible pour la ruralité.
Tam Tranui et Saveria Rojek m'ont rejoint sur ce plateau. Bonjour. Alors Tam, on commence par vous. Que retenez-vous cette semaine au Sénat, marqué, il est vrai, on l'a dit, par un certain consensus droite-gauche sur la plupart des textes? Écoutez, je retiens cette harmonie qui a plané sur l'hémicycle le temps d'un instant. Le temps de 2 instants plus précisément, puisque 2 propositions de loi, donc des textes d'origine parlementaire, ont réussi l'exploit de remporter l'unanimité dans l'hémicycle, de mettre droite et gauche d'accord, la droite et la gauche qui ont donc mis leurs réflexes partisans au placard le temps d'un instant. D'ailleurs, certains sénateurs s'en sont félicités. Écoutez. C'est un plaisir d'avoir des débats comme ça dans cet hémicycle. Je crois que c'est la première fois depuis que je suis élu que ça se passe avec ce consensus. Je veux remercier la qualité du travail de monsieur le rapporteur qui a mis tout de suite l'intérêt général au-dessus de tout. Je suis très émue que cette loi ait été adoptée définitivement au Sénat et à l'unanimité. C'est beau cette harmonie, un peu plus on s'ennuyait. Oui, mais alors ces textes adoptés à l'unanimité, quels sont-ils, Tam? D'abord, il y a eu une proposition de loi qui protège les sportifs de haut niveau. Il y a de nombreux athlètes, que ce soit dans le kayak, dans le tennis de table, dans l'athlétisme, qu'on applaudit tous les 4 ans lors des Jeux Olympiques et qui, le reste du temps, vivent dans la plus grande précarité. Il faut savoir que 40% des sportifs de haut niveau vivent avec moins de 500 € par mois. Et pire encore, certains n'ont même pas de protection sociale en cas d'accident sportif. Le texte a donc rassemblé. Vous l'avez entendu, le secrétaire d'État Thierry Braillard a même travaillé en symbiose avec le rapporteur Les Républicains du Sénat, le sénateur Michel Savin. Oui, alors l'autre texte qui est rassemblé, c'est une loi sur le signalement des enfants maltraités. Oui, un texte plus particulièrement sur la détection de la maltraitance par les médecins, la maltraitance des enfants. Aujourd'hui, il faut dire que les professions médicales alertent très peu sur ces situations parce que ces personnes craignent de bouleverser la sphère familiale aussi, parce qu'elles craignent tout simplement de se tromper, ensuite d'être attaquées. Il y a eu plusieurs moments d'émotion dans l'hémicycle et je retiens plus particulièrement l'intervention d'Éric Bocquet, sénateur communiste, qui a raconté comment une sage-femme a été accusée de violation du secret médical par un mari violent. Cela parce qu'elle avait délivré un certificat à la demande d'une femme enceinte et battue. Oui, alors on comprend que c'est un thème qui a dû naturellement rassembler, Tam. Détrompez-vous Delphine, puisque 2 jours plus tôt, mardi, la gauche s'est abstenue sur une proposition de loi de droite qui interdit aux personnes condamnées pour agression sexuelle de travailler ou d'avoir une activité bénévole avec des mineurs. Un texte qui cherche également à améliorer la communication entre le parquet et l'administration publique. C'est une loi qui fait suite aux affaires qui ont défrayé la chronique au printemps. On se rappelle notamment en Isère de ce directeur d'école qui a été accusé d'agression sexuelle par des élèves et qui avait été condamné quelques années auparavant pour détention d'images pédopornographiques, et tout cela sans que le rectorat soit mis au courant. Le sujet a, il est vrai, donc alerté l'opinion publique, et le résultat, c'est que gauche et droite se disputent la paternité de ce thème, des postures politiques qui font perdre du temps à la loi. Merci beaucoup Tam et Saveria. On imagine que la semaine prochaine, en revanche, sera beaucoup moins consensuelle. Oui, alors on commence la semaine prochaine avec la commission mixte paritaire sur le projet de loi santé. Et on voit mal, Delphine, comment députés et sénateurs pourraient trouver un accord, tant le texte voté par le Sénat diffère de celui de l'Assemblée. Les sénateurs, je vous le rappelle, ont supprimé le tiers payant généralisé et la mise en place du paquet neutre. C'était 2 des mesures phares du texte. Je viens de parler avec Catherine Deroche, qui est la rapporteure du texte ici au Sénat. Elle a été très claire, cette CMP voit l'échec. Je ne vois pas comment on pourrait trouver un accord. Le Sénat a trop modifié le texte. Et puis, autre temps fort de la semaine, Delphine, c'est l'examen en séance de la Charte européenne des langues régionales. Un texte qui passionne et qui divise. Alors, je vous rappelle brièvement les épisodes précédents. Jeudi dernier, Philippe Bas, le président de la commission des lois, a fait adopter une question préalable sur le texte. Si cette question est adoptée mardi en séance, le texte sera rejeté avant même d'avoir été examiné. Alors, bien sûr, la gauche dénonce un déni de démocratie, un mépris de la reconnaissance de la diversité. La droite rétorque unicité du peuple français ou porte ouverte vers le communautarisme. Oui. Alors ensuite, il y aura également la proposition de loi sur la fin de vie. Oui, alors c'est un autre texte profondément clivant que le Sénat avait rejeté en première lecture avant l'été. Cette fois-ci, il semblerait que gouvernement et sénateurs fassent tout pour trouver un consensus entre droits des patients et devoirs des soignants. Ainsi, la Commission des affaires sociales a retenu les termes de sédation profonde et continue dès lors qu'elle ne concerne que les personnes dont la souffrance ne peut plus être soulagée
par un autre traitement. Et puis par ailleurs, sur les directives anticipées, elles seront bien subordonnées à l'approbation médicale. Voilà, on voit tout ça donc la semaine prochaine. Merci à toutes les deux. Alors je le disais, demain, 14e édition des talents des cités. Ce concours récompense la réussite d'entrepreneurs venus des quartiers populaires. La cérémonie se déroule dans l'hémicycle du Sénat. Elle est retransmise en direct sur notre antenne demain à partir de 11h. En 2002, elle était la première lauréate de ce concours. Sally Benasser, récompensée pour avoir monté son entreprise spécialisée dans la pose de store, volets et placards sur mesure. Nous l'avions alors rencontrée. On regarde tout de suite un extrait et on la retrouve juste après. On va pas jusqu'au bout, Ali, pour que les fixations tiennent là? Sally Benasser a ouvert la voie. C'était il y a 7 ans. Elle faisait alors partie de la première promotion. Depuis, son entreprise a prospéré, non sans difficulté. Alors pour aider les futurs lauréats, elle a lancé un réseau Talents des cités. L'idée, c'est vraiment de s'entraider entre nous. Je pense que ça, c'est important, de ne pas casser le maillon et de garder une solidarité pour pouvoir nous soutenir mutuellement. Parce que quand on est entrepreneur, on a des moments de découragement, on a des moments pas toujours faciles. Et puis si on a un moyen de pouvoir se rassurer, s'apporter quelque chose, tant mieux. Sally Benasser, bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes à la tête donc, de Art & Blind, cette société spécialisée dans la pose de store, volets, placards sur mesure. Et vous êtes la lauréate du concours Talents des cités. C'était en 2002, on vient de le voir sur ces images. Qu'est-ce que vous avez ressenti en vous revoyant? Ça m'a fait bizarre quand même, parce que d'abord j'ai changé. Ouais. Et puis je m'aperçois que je tiens toujours le même discours en fait. Vous n'êtes quand même que de chemin parcouru depuis 2002, depuis votre... Alors là, c'était en 2009, ouais. Mais là, aujourd'hui, c'est encore plus. Ouais. Le chemin est encore mieux fourni. Ouais. Alors, on l'a dit, vous appartenez à la première promotion de Talents des cités. Finalement, qu'est-ce que ça vous avait apporté, ce concours, à l'époque? Alors, à l'époque, il est arrivé à un moment donné où j'étais très découragée, parce que ça faisait 2 ans et demi que j'avais créé mon entreprise. Je ne gagnais pas encore de quoi vivre. Et puis, donc, ça m'a boosté. Ça m'a redynamisé, ça m'a valorisé, je me suis sentie reconnue. Ensuite, et puis j'étais toute seule dans mon coin à me battre et je me suis aperçue qu'il y avait plein d'autres chefs d'entreprise comme moi et je n'étais pas toute seule. Et que mon parcours difficile, il y avait plein d'autres qui le vivaient. Ça m'a revigorée. Oui. Ce parcours difficile, c'était quoi comme obstacle? À quelle difficulté étiez-vous confrontée? Alors déjà, j'étais dans un milieu assez matisse. J'étais dans le milieu du bâtiment où je n'avais pas une évolution professionnelle telle que je l'aurais souhaité. Et puis, j'ai démissionné pour créer mon entreprise. Donc, j'avais une envie très forte d'indépendance et de prendre mon destin en main. Et du coup, j'ai eu un démarrage difficile parce que j'ai démarré, j'avais pas d'argent, j'avais personne autour de moi pour me guider ou me conseiller. Donc voilà, j'ai tout appris par moi-même en fait. Ouais. Ça a été un tremplin, Talents des cités finalement pour vous? Ça m'a apporté la niaque au moment où je me décourageais un peu. C'est juste au moment où j'ouvrais mon nouveau magasin et le fait de... il me manquait... 5 000 € pour finir mes travaux, c'est arrivé pile poil au bon moment. Et puis oui, ça m'a vraiment redonné la niaque. Ouais. Alors vous êtes membre également, fondatrice du réseau des anciens de Talents des cités. À quoi sert ce réseau et comment le faites-vous vivre? Alors ce réseau, on le fait vivre entre nous, on se contacte entre nous, on échange. On a une plateforme avec les différents corps de métier des uns et des autres et les différentes régions. On échange des conseils. Quand il y en a un qui est découragé, qui a un problème ou quoi que ce soit, eh bien, il nous envoie un mail où il appelle quelqu'un qui est compétent dans son domaine pour lui donner un coup de main ou le conseiller, le guider. On essaye de nous regrouper pour faire des salons ensemble, parce que faire un salon, c'est un certain budget, alors que quand on se regroupe ensemble, ça revient moins cher, et puis en même temps, on fait acte de présence ensemble, etc. Donc c'est des petits... Et on fait des formations. Par exemple, ce soir, on a un dîner annuel avec tous les lauréats et les nouveaux. Donc, on intègre les nouveaux au réseau avant la remise du prix de demain. Ouais. Et puis, on fait une formation sur l'innovation dans l'entreprise. Ouais. Parce qu'on imagine que tous les lauréats ne connaissent pas votre réussite. Il y a aussi des échecs
Alors oui, je reçois des mails et des réponses de lauréats qui ont soit vendu, là c'est pas un échec, mais ils ont quitté le réseau parce que leur activité professionnelle le faisait en sorte. Par contre, les nouveaux acheteurs nous rejoignent et on a aussi des lauréats qui ont arrêté leur activité parce que ça tournait pas, parce que ça fonctionnait pas. Donc là, c'est un peu plus difficile. Ouais. Alors, ils n'osent pas trop revenir dans le réseau, ils ne se sentent pas intégrés alors qu'ils sont accueillis à bras ouverts parce que leur richesse d'expérience, l'échec, en fait, est l'élément qui nous apporte le plus puisque ça nous permet d'éviter des erreurs. Ouais. On sait qu'on est 10 ans après les émeutes de banlieue, on en parle beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que la situation, finalement, des jeunes des quartiers s'est améliorée? Alors, il y en a oui, il y en a non. Je pense que les jeunes des quartiers aujourd'hui certains ont pris leurs responsabilités. Ils ont compris que leur destin, il est entre leurs mains, que c'est à eux de construire leur avenir et c'est pas à la société de la construire. Et ceux-là, vraiment, ils s'en sortent. Il y a beaucoup de créateurs d'entreprises au sein des quartiers, contrairement à ce qu'on imagine. On est très nombreux. Il y a des vraies pépites, des vrais talents. Et donc, ceux-là sont amenés à exploser et à évoluer. Et c'est la future puissance économique de demain. Ouais. Qu'est-ce qui manque, justement, pour qu'on les mette davantage en valeur, tous ces jeunes dans les quartiers? Alors, il manque peut-être de conseils autour d'eux, de personnes pour les aider à formaliser leurs projets, à les aider à monter, à structurer, parce qu'ils n'ont peut-être pas appris à structurer. Mais aujourd'hui, on a des jeunes des cités qui sont surdiplômés, donc ils ont cette capacité. Et je pense et j'espère qu'il va y avoir une synergie entre eux, et ça va permettre d'aider ceux qui n'ont pas les capacités de pouvoir évoluer. Ouais, il faut aider les jeunes, mais aussi les parents, c'est ce que vous dites souvent. Exactement, parce que ça passe par là. Les parents servent d'exemple. Quand on a des parents qui ne savent pas lire ou écrire ou qui n'ont pas de travail, l'exemple le retour de l'exemple n'est pas là. Donc forcément, moi je ne prêche que par l'exemple. Je suis persuadée que l'exemplarité est le meilleur moyen de faire avancer les gens. Oui. Alors vous le disiez, vous organisez un dîner ce soir. Un petit conseil peut-être aux futurs lauréats qui seront demain dans l'hémicycle. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Déjà, de ne pas avoir trop le trac. Ils l'auront, ça, on ne peut pas le changer. Donc, mais surtout, bravo. Bravo, parce que s'ils sont arrivés là, c'est qu'ils ont fait un grand chemin. Ils ont été sélectionnés parmi de nombreux candidats. Donc, ils méritent amplement leur place et bravo. Eh bien, merci beaucoup, Sally Benasser, d'avoir été notre invitée. Talent des cités, la cérémonie, c'est donc à suivre demain en direct sur Public Sénat à partir de 11h. Je vous propose à présent de revenir sur les temps forts qui ont marqué la séance cette semaine au Sénat. Une sélection préparée par Nadia Belromari. Cette proposition de loi fait suite à la mission que j'avais confiée il y a un an au professeur de droit Jean-Pierre Caraquillo. Après avoir procédé à de très nombreuses auditions, il m'a remis en février dernier un rapport avec 41 préconisations. Reprenant une bonne partie de ces propositions, ce texte, très attendu par les sportifs et par le monde du sport en général, sport de haut niveau et sport professionnel. En vue des Jeux olympiques et paralympiques de 2016 à Rio, il est essentiel d'aider nos sportifs, de les accompagner pour se préparer en toute sérénité à cette grande échéance internationale. Il était aussi important de connaître la véritable situation de ces sportifs, méconnus du grand public, toujours pris par le prisme du sportif professionnel, avec sa belle voiture et ses revenus souvent à la limite de l'indécence. Ce n'est pas le cas de nos sportifs qui iront défendre les couleurs de la France aux Jeux olympiques et paralympiques de Rio. Et puis, à l'heure de la candidature pour les Jeux de 2024, ce signal fort de la France à l'égard de ces sportifs me paraît plus que légitime, puisque ce sont eux qui, par leur mobilisation, permettront la réussite de cette belle entreprise. La proposition de loi introduit des mesures qui renforcent l'efficacité des dispositifs d'orientation et de suivi professionnel en direction des sportifs de haut niveau et qui responsabilisent les acteurs associés au double projet des sportifs, que ce soit les ministères concernés, les services déconcentrés de l'État, mais également les fédérations sportives. Le deuxième enjeu auquel cette proposition de loi souhaite répondre est la mauvaise couverture sociale des sportifs de haut niveau en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles
liées à la pratique sportive. Face à cette situation, la proposition de loi fait bénéficier les sportifs de haut niveau d'une couverture sociale minimale en cas d'accident et de maladie professionnelle qui est prise en charge par l'État. Elle est complétée par une assurance obligatoire financée par les fédérations. Enfin, cette proposition de loi renforce la sécurité juridique des contrats à durée déterminée signés par les joueurs professionnels, des mutations temporaires des sportifs et entraîneurs salariés et la reconnaissance du statut de travailleur indépendant pour certaines catégories de sportifs. Plusieurs améliorations notables ont été apportées au texte, prouvant une fois de plus l'intérêt du bicamérisme. Je citerai l'ajout du droit à l'image parmi les droits et obligations qui figurent dans la convention signée entre le sportif de haut niveau et sa fédération. L'extension du bénéfice des conventions d'insertion professionnelle aux arbitres et juges de haut niveau. La possibilité pour les sportifs de haut niveau de demander la validation des acquis de leur expérience pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle. L'aménagement des contrats d'apprentissage afin que les périodes pendant lesquelles les sportifs de haut niveau pratiquent leur activité sportive soient prises en compte. Enfin, l'amélioration des règles liées à la durée du temps de travail dans le cadre de la création du contrat de travail à durée déterminée spécifique pour les sportifs et entraîneurs professionnels salariés. On peut commencer à s'avancer sans risque que le Sénat aura un vote unanime sur cette question. Et je dois dire que, sincèrement, le sport doit nous élever au-delà des intérêts partisans, qu'il n'y a pas un sport de droite, qu'il n'y a pas un sport de gauche, qu'il y a le sport français, qu'on est tous derrière et que ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est dans l'intérêt des sportifs français et des sportives qui nous défendront aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques. La question sportive n'a jamais été une question qui a eu, au niveau de l'Europe, un vrai intérêt. On peut le regretter. Lors de la dernière réunion des ministres des Sports européens, la France, par mon entremise, a décidé de demander à la présidence luxembourgeoise de mettre cette question vraiment à la réunion de la Commission pour qu'on puisse commencer à donner un contenu à cet article 165 sur une question principale qui concerne le sport français professionnel et qui sera une réponse un peu accessoire au sénateur Collin qui se plaignait de la dure défaite des Français contre les All Blacks. C'est la question des jeunes formés localement. C'est une question où la France est attaquée et où les fédérations de basket, de rugby sont impliquées parce que vous savez qu'aujourd'hui, il faut défendre la formation à la française. Et pour défendre cette formation, il faut souhaiter que des jeunes qui sont formés dans les centres de formation puissent évoluer dans les grands clubs et que ces grands clubs ne se nourrissent pas simplement des meilleurs joueurs étrangers. Monsieur le Premier ministre, dimanche dernier, ce 18 octobre, la chancelière allemande était à Istanbul. Elle a rencontré le président Erdogan qui a fait monter les enchères puisqu'elle lui a mis en quelque sorte un marché en main. Oui, la Turquie accepte de coopérer sur la question des réfugiés, mais en contrepartie, la Turquie exige une accélération dans le processus de négociation qui devrait aboutir à l'adhésion de ce pays à l'Union européenne. Ma question, elle est simple, elle demande, et j'espère que vous y ferez une réponse très claire, le droit de la France est là. Est-ce que, oui ou non, la France acceptera de dire oui à ces nouvelles exigences en vue de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne? La question de l'adhésion turque reste une perspective de très long terme qui, le moment venu, vous le savez, sera tranchée par le peuple français. Faisons donc attention, Monsieur le Président, si vous me permettez cette phrase en conclusion, à deux choses. La première, soyons attentifs à ce qui se passe aujourd'hui dans la région. Et d'ailleurs, l'une des forces de la France, c'est d'être capable de parler avec tous, aussi bien avec les Jordaniens. J'étais il y a quelques jours dans ce pays qui a besoin de notre soutien. Nous accueillons le président de l'Iran au mois de novembre. Le président de la République a évoqué évidemment la situation dans cette région avec le président Poutine et nous discutons bien sûr comme d'autres avec la Turquie. C'est la force de la France de n'être alignée sur personne et d'avoir la même parole et la même cohérence avec chacun de ses interlocuteurs. Et le deuxième, et je n'ai pas ressenti ça
je le reconnais dans votre question, en tout cas de manière moins forte que tout à l'heure à l'Assemblée nationale, c'est attention aussi à notre lien, à notre solidarité avec l'Allemagne. Dans ces moments-là, même si nous avons notre position, l'Allemagne a la sienne, l'Allemagne fait face à un défi considérable, qui est celui de l'accueil des réfugiés. Et il me paraît, en tout cas, c'est la position du gouvernement français, et je l'exprime, que dans ces moments-là, la solidarité entre la France et l'Allemagne doit jouer à plein, et nous devons ensemble avancer pour l'Union européenne, mais aussi face aux défis considérables qui se posent à l'Union européenne. Et sans la solidarité entre la France et l'Allemagne, il ne peut pas y avoir de solution. Monsieur le Premier ministre, la solidarité ne signifie pas l'aveuglement, y compris vis-à-vis de notre partenaire principal qu'est l'Allemagne. Le respect signifie aussi la vérité que l'on doit à ce grand peuple, à ce grand pays qu'est la Turquie. Je crois que nous commettons une double faute. Une faute vis-à-vis de nos partenaires turcs en leur laissant miroiter un jour une adhésion. Une faute vis-à-vis du projet européen, tout simplement parce que la Turquie n'est européenne ni dans sa géographie, ni dans son histoire, ni dans sa civilisation. Oui à une coopération renforcée, non à une adhésion future. Un mot seulement, un mot. Nous, alignement sur l'Allemagne, jamais. Solidarité, totalement, sur tous les sujets. Défense, diplomatique, mais aussi économique. C'est souvent dans vos bancs qu'on nous a rappelé l'exemple allemand. Nous ne sommes alignés sur personne. Et sur la Turquie, sans rien méconnaître, sans aucun aveuglement, avec la plus grande lucidité, mais c'est vrai avec tous les pays de la région. Attention aux mots que nous prononçons. Civilisation, attention aux mots que nous prononçons. Ce n'est pas un combat que nous pouvons engager de civilisation. Il y a un combat qui est celui des civilisations. Et je l'ai déjà dit, contre le terrorisme et la barbarie. Mais avec la Turquie, comme avec d'autres pays, nous devons être capables, sur nos valeurs et sur des valeurs qui sont universelles, de bâtir des partenariats. Car sinon, Monsieur Retailleau, attention à la confrontation. Nous ne pouvons pas accepter cette confrontation. Ma question, Madame la ministre, est simple. Quand votre politique pénale défendra-t-elle enfin les victimes et non les bourreaux? Quand mettrez-vous fin aux remises de peine pour tous? Quand les parquets se soucieront du bien commun plutôt que d'appliquer votre idéologie libertaire ou d'attaquer sur vos ordres vos adversaires politiques? Bref, quand serez-vous ministre de la Justice et non de l'injustice? Vous appartenez à une famille politique monomaniaque qui passe son temps à chercher des boucs émissaires et paranoïaque parce que vous voyez des envahisseurs partout. Je vois bien que j'ai un rôle privilégié dans votre entreprise de diffamation et lorsque votre parti est attaqué en délicatesse, en tout cas avec la justice, vous m'accusez de donner des consignes aux juges d'instruction. En fait, vous ignorez la loi du 25 juillet 2013, mais surtout manifestement, c'est sévérité pour tous et impunité pour vous. On prend note de vos réflexes, de votre culture et de vos pratiques et on imagine ce que ça donnerait si vous arriviez au pouvoir, mais nous allons nous battre pour que ce soit absolument impossible. Alors ne venez pas de parler ni de laxisme, ni de complaisance vis-à-vis des voyous. Le laxisme, monsieur le sénateur, c'est de s'accommoder d'un leader qui combine à la fois les condamnations multiples et les responsabilités politiques. Le laxisme, c'est de ne pas condamner la violence lorsque des personnes dans vos manifestations ou en marge molestent des journalistes ou attaquent des personnes et les jettent dans la Seine. Alors je me centrerai, Madame la Présidente, puisque vous m'y avez invité d'abord sur les décisions, faudrait-il dire, en droit du 14 octobre 2015, puisqu'il y a une décision, celle qui a appelé l'essentiel, évidemment, des commentaires, qui est la décision d'abrogation d'autorisation de fréquence à numéro 23, et il y a une seconde décision qui n'en est que le corollaire, relative à la demande d'agrément, qui est un non-lieu à statuer sur la demande d'agrément, puisque de fréquence, il n'y a plus. La sanction qui a été prononcée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel est une sanction ferme. Elle n'est pas une sanction avec sursis, encore moins un avertissement. Quelle sera alors la destinée de cette fréquence? Le gouvernement pourrait-il, selon vous, user de ses prérogatives tirées de l'article 26 de la loi de septembre 86 pour attribuer la fréquence laissée vacante par numéro 23 au projet de nouvelles chaînes dont on parle aujourd'hui, chaîne d'information de France Télévisions en collaboration avec Radio France? Il est clair
que la sanction qui a été prononcée appelle la perspective d'un appel à candidature. Évidemment, je ne peux préjuger en rien des intentions du gouvernement dans ce contexte. En dépit de l'apparition d'Internet et des nouveaux médias, nos enfants regardent encore la télévision plus de 2 heures par jour. Ce chiffre a peu évolué depuis les années 80 et nos enfants sont de plus en plus souvent seuls devant le petit écran. 40% d'entre eux, selon la dernière enquête budgétant de l'INSEE. Certes, la publicité a permis à notre système médiatique de se diversifier, mais elle a aussi créé de toutes pièces de nouvelles cibles marketing, comme le marché enfant, le marché préadolescent, le tout évalué à 40 milliards d'euros en France de chiffre d'affaires. À ce titre, les enfants sont appréhendés par les publicitaires comme prescripteurs d'achats au sein de la famille. Cela se voit plus particulièrement durant la période qui précède Noël. 60% des investissements publicitaires dans les programmes jeunesse s'effectuent d'octobre à décembre. Les effets néfastes de cette surexposition publicitaire sont aujourd'hui confirmés dans les études conduites en matière de santé publique, de désagrégation du lien social et de la surconsommation. En effet, pour les plus jeunes téléspectateurs, il est impossible de distinguer les contenus publicitaires des autres contenus diffusés par les chaînes. Les procédés utilisés, comme la stratégie marketing dite de la rareté, frustrent les enfants pour créer un désir de consommation compulsive. Ils nuisent à l'autorité parentale et créent de fortes tensions familiales. La publicité pour les enfants participe également à la création de stéréotypes dangereux. Comme l'a constaté notre collègue Chantal Joanneau dans un rapport publié en 2012, certaines annonces hypersexualisent de très jeunes filles à des fins mercantiles, contrevenant ainsi au principe d'intérêt supérieur de l'enfant. Or, le cadre législatif et réglementaire actuel est insuffisant, voire inexistant, pour garantir une véritable protection de la jeunesse face aux effets néfastes de la surexposition publicitaire. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui répond à un impératif de santé publique, protéger nos enfants contre les mauvaises habitudes alimentaires et la pression des marques. Elle affirme par ailleurs la nécessité de renforcer l'identité du service public de la télévision, qui ne peut proposer les mêmes programmes accompagnés des mêmes messages publicitaires que les chaînes privées. Pourquoi est-il si important de limiter la publicité dans les programmes destinés à la jeunesse ? Les très nombreuses auditions que j'ai menées ces derniers jours sont sans aucune ambiguïté sur les effets néfastes de la publicité sur les jeunes enfants. Il y a une corrélation entre le temps passé devant les écrans et l'obésité, et les effets sont plus forts pour les enfants qui sont en retard scolaire et sur ceux qui n'ont, hélas, pas des parents à même de les accompagner de près dans leur scolarité. Votre commission vous propose une nouvelle rédaction de l'article 1er de la proposition de loi qui inscrit dans la loi le principe de l'autorégulation du secteur de la publicité et confie le soin au CSA de remettre au Parlement un rapport annuel évaluant les actions menées par les chaînes pour que les émissions publicitaires respectent les objectifs de santé publique. Je me permets d'indiquer que le principe de l'inscription de cette autorégulation dans la loi a reçu un accueil favorable tant de la part des chaînes privées que du CSA. Concernant le service public, il me semble légitime d'en exiger plus encore. La publicité n'est considérée aujourd'hui par France Télévisions que sous l'aspect financier, sans aucune vision globale en lien avec l'identité du service public. Le résultat de cette politique peut être surprenant, comme sur le site internet destiné au 6-12, ludo.fr, que je vous invite à aller voir, totalement envahi de publicités, notamment pour un jeu vidéo et des figurines produites par un grand studio américain, qui est également, comme par hasard, un fournisseur de programmes destinés à la jeunesse de France Télévisions. Rien qu'en 2015, le groupe a reçu 2,37 milliards d'euros de redevances, 160 millions de dotations et 330 millions de recettes publicitaires. 330 millions. Nous parlons de 10 millions. Au final, on comprend bien que le nœud du problème ne concerne ni la pertinence de l'idée de réduire l'exposition des jeunes à la publicité, ni son acceptation par les industriels, mais uniquement l'état des finances de France Télévisions. La proposition de loi de notre collègue André Gattolin prévoyait à cet égard un principe de compensation de la baisse des ressources au moyen d'une hausse de 50% de la taxe sur la publicité créée en 2009, soit un produit supplémentaire de 7,5 millions d'euros. Votre commission n'a pas retenu le principe de la hausse de cette taxe
car elle estime que le financement de cette disposition doit pouvoir trouver sa place dans le cadre de la redéfinition du modèle économique de France Télévisions que le Sénat appelle de ses vœux pour 2018 au travers d'une réforme de la contribution à l'audiovisuel public. Par cohérence, votre commission propose donc une mise en œuvre de cette proposition de loi au 1er janvier 2018. Notre débat ce soir est très important. Pourquoi il est important? Parce qu'il a trait à la conception même que nous avons du service public de l'audiovisuel. Est-ce que nous considérons que France Télévisions a une vocation particulière à proposer des programmes de qualité, en particulier pour la jeunesse, dans lesquels les parents pourront avoir confiance, ce qui, bien sûr, ne les disculpe en rien de leur rôle éducatif? Ou bien doit-on estimer qu'il n'y a pas de raison d'en demander plus à France Télévisions qu'aux chaînes privées, en particulier concernant la protection de nos enfants? Nous examinons ce soir un texte d'ampleur très limitée, qui ne constitue pas, il faut en avoir conscience, une réforme globale de l'audiovisuel public, mais parce qu'elle pose une exigence particulière à l'égard du service public. Les mesures qui vous sont proposées nous donnent l'occasion de choisir le chemin de l'ambition pour France Télévisions si on pense que le service public a encore un sens. C'est l'une des missions du service public et donc de la télévision publique d'être exemplaire en matière de protection morale des personnes les plus vulnérables, nos enfants, et de respect des valeurs qui fondent le vivre ensemble. La télévision publique doit considérer le jeune spectateur comme un citoyen en devenir digne de respect et non comme un consommateur facilement manipulable. Je vous remercie. Je suis évidemment tout à fait sensible à votre démarche et je partage, comme chacun d'entre nous, j'en suis sûre, votre préoccupation de limiter les effets de la pression publicitaire à l'égard des enfants. Cependant, je ne suis pas convaincue que cette proposition de loi soit le bon moyen pour y parvenir et pour 3 raisons principales. D'abord, je m'interroge sur la cohérence de cette proposition de loi au regard de l'objectif qu'elle poursuit, celui de la santé publique des plus jeunes. Le lien entre la réduction ou la suppression de la diffusion de messages publicitaires destinés aux plus jeunes et l'obésité reste en réalité aujourd'hui assez ténu. Et c'est la raison pour laquelle très peu de pays ont fait le choix d'une prohibition de cette publicité. Et ceux qui ont introduit ce type d'interdiction n'ont pas constaté de baisse de l'obésité infantile. En outre, et c'est l'un des constats qui ressort de vos débats en commission, on ne peut réduire ce questionnement à la seule diffusion des messages publicitaires sur les chaînes publiques. Les enfants et les jeunes adolescents sont exposés aux messages publicitaires non seulement sur les antennes de France Télévisions, mais également et surtout sur celles des chaînes privées, dont certaines leur sont entièrement dédiées, ainsi que, vous le savez bien, de plus en plus sur Internet. Il m'apparaît donc délicat d'envisager d'adopter des mesures aussi radicalement différentes pour les seules antennes de France Télévisions si l'objectif poursuivi est celui de la santé publique. Par ailleurs, votre proposition de loi cible les programmes jeunesse, alors que les pratiques des jeunes sont très diverses, puisque, comme l'indique le CSA, dans le palmarès des programmes les plus regardés par les 4-10 ans, figure un grand nombre d'émissions de télé-réalité. C'est la raison pour laquelle, et c'est mon deuxième point de désaccord, les démarches entreprises ces dernières années ont été celles d'une co-régulation associant l'ensemble des professionnels concernés et dans laquelle France Télévisions a bien sûr toute sa place. Comme vous le savez, Jean-Louis Borloo a créé l'an dernier la Fondation Énergie pour l'Afrique, dont l'objectif est d'accélérer la construction d'infrastructures et de débloquer les financements grâce à une agence africaine d'électrification, une agence intergouvernementale gérée par les Africains pour les Africains. Son initiative, soutenue en France tant par le président de la République que par des responsables politiques de diverses sensibilités, a d'ores et déjà reçu aussi le soutien de nombreux dirigeants africains, de grandes entreprises, d'organisations internationales, mais surtout le soutien des États africains et de l'Union africaine. Cela s'est traduit il y a 2 semaines par le vote à l'unanimité du Parlement panafricain d'une proposition commune posant un objectif simple: faire passer en 10 ans l'électrification du continent subsaharien de 25 à 80%. Les États africains ont ainsi clairement affirmé leur volonté de pallier cette carence énergétique structurelle. La Fondation Énergie pour l'Afrique a dans un premier temps permis de mettre en lumière les enjeux actuels et à venir sur le continent. Aujourd'hui, c'est à nous d'agir, de nous engager. La balle est aussi dans notre camp, car l'intérêt de l'Afrique, c'est l'intérêt de l'Europe et donc l'intérêt de la France. À l'heure actuelle, 70% de la population africaine n'a toujours pas accès à l'énergie, et tout particulièrement à l'électricité,
Un manque d'autant plus grave que la population aura doublé en 30 ans. Un constat alarmant donc, lorsque l'on sait que l'électrification est une condition nécessaire aux autres enjeux de développement, notamment en matière d'accès à l'éducation et à la santé fondamentale, mais aussi de développement économique et de réduction de la pauvreté. Bien évidemment, la France a un rôle stratégique à jouer pour porter et promouvoir cette initiative. C'est en France que cette opération a été impulsée et pensée. C'est la France qui a une histoire commune avec beaucoup de grands pays africains, et c'est aussi la France qui se veut porteuse d'un nouveau modèle de développement d'avenir. Et c'est ici qu'intervient ce projet de résolution, parce que la Fondation de Jean-Louis Borloo mérite le soutien le plus large possible. Elle mérite le soutien de l'ensemble des groupes politiques, parce que c'est quand même un objectif d'intérêt général que nous partageons. Elle mérite de convaincre les autres gouvernements européens. Elle mérite d'engager avec nous les entreprises et les investisseurs privés. Et n'est-ce pas là un peu le rôle du Sénat de penser à ces questions d'avenir, d'être la chambre du long terme, d'être la chambre qui va être capable de penser la soutenabilité à terme de notre modèle de développement. Ce Sénat que certains voudraient voir disparaître est pourtant la seule chambre capable de s'imposer dans des visions de long terme. Alors, mes amis, nous ne répondrons pas à la crise migratoire par des murs ou par des camps, si dignes soient-ils. Nous ne répondrons pas non plus aux défis climatiques par l'indifférence et ne nous lutterons pas contre les extrémismes qui s'attaquent d'ailleurs très souvent à des femmes par des discours. Ainsi, avec cette proposition de résolution, certaines motivations affichées par l'association de Jean-Louis Borloo et l'outil même de développement qui est proposé m'interrogent. Je trouve par exemple très ambigu et contestable un aspect de l'argumentation développée par Jean-Louis Borloo lorsqu'il a pris la parole le 6 octobre dernier devant le Parlement panafricain à Johannesburg. Je cite, tel que rapporté par la presse, une phrase de son intervention qui m'a particulièrement interpellé. C'est la seule façon de prévenir les migrations massives vers le nord et ce sera en plus pour l'Europe et le monde un vrai relais de croissance. Entre parenthèses, à moins de 2 mois du sommet climat de la COP21, Jean-Louis Borloo s'est fort habilement présenté son association en multipliant les voyages et les démarches auprès des gouvernements africains et européens sans avoir un besoin absolu du soutien du Sénat. Je trouve également que la structure et le modèle économique de cet outil de développement mériteraient pour le moins d'être précisés dans la proposition de résolution. J'ai cru comprendre que l'idée encore assez floue était de créer une agence spécialisée dédiée à cette question. Elle devrait bénéficier de 4 milliards de dollars par an sur une dizaine d'années sous forme de subventions non conditionnelles, l'objectif étant de réunir 250 milliards de dollars par effet de levier ou grâce à des financements classiques. Tout cela soulève de nombreuses questions sur la mobilisation des financements et la destination des sommes consacrées à ce plan, mais aussi sur la conception de l'aide au développement que peut avoir l'association Énergie pour l'Afrique, où il me semble que l'intérêt bien compris et le gagnant-gagnant l'emportent sur l'humanisme. Par ailleurs, est-ce bien au Sénat, avec toute son autorité et sa légitimité, de demander au gouvernement de soutenir, avec ses moyens, cette initiative privée ? N'y a-t-il pas là pour le gouvernement une incitation à se dédouaner en soutenant des initiatives mobilisant des fonds privés dans un contexte de forte diminution des crédits destinés à l'aide publique au développement ? Cher Jean-Marie, qui a porté cette résolution, je parle de Jean-Marie Bockel. Par cette proposition de résolution qui est soumise à nos débats, à la veille de l'ouverture officielle à Paris de la COP21, son adoption serait un signe politique fort, un engagement politique fort. Je voudrais saluer, alors je n'avais pas prévu qu'il soit là, mais tout le monde sait que je ne suis pas un cire-pompe. Je voudrais saluer l'initiative de Jean-Louis Borloo, puisque tant celle-là, elle est marquée de son empreinte. J'ai été impressionné par la force de son propos lorsqu'il est venu ici au Sénat tenter de nous convaincre de soutenir son initiative. À la clé, un véritable développement pour l'Afrique, une croissance moyenne qui passe de 5 à 12, voire 15% par an. Cette croissance africaine, ô combien salutaire pour la population africaine, générera de plus
1,5 à 2% de croissance supplémentaire en Europe. Et si l'on ne se bouge pas, peut-on imaginer à nos portes la population de tout un continent, une population jeune qui n'a pas accès au développement minimum pour une vie décente, qui n'a pas de quoi se nourrir? Peut-elle rester tranquille à attendre des jours meilleurs? Alors que par l'accès aux médias, elle voit s'étaler toutes les richesses d'une population occidentale qui, de surcroît, porte une responsabilité énorme sur les désordres planétaires de tous ordres, et en particulier les désordres climatiques dont ils sont les premières victimes. Restons lucides, dans cette hypothèse, les vagues de migration seraient inarrêtables pour ceux que ça dérange. Les populistes tenant du repli sur soi, de l'égoïsme, de la haine, de l'inhumanité, ceux qui se sentent gênés, eh bien, effectivement, je m'adresse à eux, pourront essayer de mettre en place tous les murs du monde, tous les barbelés du monde. Rien n'y fera. Je suis profondément outré lorsque j'entends certains propos des plus simplistes, des plus poisseux, des plus haineux, qui jouent sur la misère des gens pour racoler d'indécentes manières. Un racolage qui nous promet un avenir funeste. Mais nous ne le verrons pas. Heureusement, par des initiatives comme celle-ci, la France va se placer à la hauteur de sa réputation, de son histoire, de son avenir, des espoirs de ses enfants. Je reviens sur juin dernier et Jean-Louis Borloo de conclure avec son énergie renouvelée. Je le cite en Borloo dans le texte, « L'Europe s'emmerde, la France déprime, mais qu'est-ce qu'on attend pour se bouger ?» Je ne reviens pas sur les propos de M. l'abbé. Je ne m'étonne pas que les Verts soient au fond du trou et qu'ils soient écartés par les électeurs de cette manière-là, comme le sont d'ailleurs leurs amis communistes, et je m'en félicite. Je souhaiterais en préambule noter la discourtoisie, voire la couardise de M. Bockel. Il m'a en effet, comme j'imagine un certain nombre d'entre vous, proposé de co-signer cette proposition de résolution par mail le 19 juin dernier. Je lui faisais savoir que j'acceptais et recevais le même jour un mail me remerciant. Il y a quelques jours, je découvrais que je n'apparaissais pas dans la liste des co-signataires du texte, mais que ma notice sur le site internet le stipulait. 2 jours après avoir interrogé les services de la séance sur cette bizarrerie, ma notice était corrigée et cette co-signature n'y apparaissait évidemment plus, sans aucune explication. Je vous saurai gré, Monsieur le ministre Bockel, d'avoir la courtoisie de m'expliquer à l'occasion ce changement. Je crains malheureusement que ça ne soit par pur sectarisme, surtout lorsque je lis la forte hétérogénéité des courants politiques représentés dans les signataires. Si vous ne voulez pas de notre signature, de ma signature, et donc de facto du soutien de millions d'électeurs représentés par mon mouvement politique, pourquoi me proposer de co-signer ? Je ne vous cache pas que je compte bien faire savoir aux Français votre conception de la défense du bien commun et le peu de valeur que vous donnez à votre propre signature. Sur le fond, n'étant ni sectaire ni rancunier et considérant la recherche du bien commun comme intrinsèque à mon engagement politique, je continue à soutenir cette résolution et donc le plan que l'ancien ministre Jean-Louis Borloo a récemment proposé pour aider au développement de ce grand continent africain. Ce projet, porté par la fondation de M. Borloo, ferme la porte savamment, laissée ouverte depuis 60 ans, de l'autoculpabilisation et pose les bases pour écrire une nouvelle page d'histoire franco-africaine. Oui, les Africains ont besoin de notre aide pour développer leur continent et nous considérons que M. Borloo fait le bon diagnostic en posant comme préalable au développement du continent son électrification. Nous considérons en outre que l'utilisation d'une fondation privée est un bon vecteur pour l'atteindre. En effet, pendant trop longtemps, l'aide au développement comportait une approche politique, voire politicienne, qui était loin de bénéficier au plus grand nombre. Les affaires mettant en cause des dirigeants de pays africains en sont la triste illustration. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve lundi dès 16h30 pour un nouveau Sénat 360. Bon week-end à tous.